J'ai toujours vécu dans le présent. Je vis dans le présent. Je n'avais jamais de préoccupation de carrière ou de vocation, de projection dans l'avenir. Ça me plaisait de peindre, j'ai peigné, donc j'étais peintre. Lorsque les gens me demandent « Comment faites-vous ?», je réponds « Je suis ». Quand on citait les personnes qui étaient venues au Palais Idéal, on parlait de Max Ernst, on parlait de Breton, mais c'est vrai qu'on ne parlait jamais de Lee Miller, on ne parlait jamais de Léonore Fini. C'est aussi redonner à des artistes femmes, toute leur place, et le faire dialoguer, encore une fois, avec des artistes, de plus jeunes artistes de création contemporaine. Et pouvoir le faire dans un lieu comme le Palais Idéal, qui est un lieu qui est éminemment populaire, ouais, je pense que c'est pas neutre et j'en suis très heureux. Donc Léonore Fini, elle vient pour la première fois au Palais en juillet 1939. Fait du hasard, exactement 80 ans plus tard, tu viens aussi visiter le Palais. Ça représente quoi pour toi le Palais Idéal du Facteur Cheval? Alors le Palais, pour moi, il représente avant tout un souvenir. Et donc, ça représente un peu un espace de rêverie dans le quotidien, puisque c'est un palais qui est un peu au milieu voilà, de nulle part. C'est un peu une parenthèse, en fait, d'une architecture faite de rêves et de pierres. Donc Léonore Fini quitte Paris pour un périple estival qui va l'emmener un petit peu partout et qui commence au Palais Idéal, qui l'emmènera ensuite à Saint-Martin-d'Ardèche auprès de Max Ernst et Leonora Carrington, avant de traverser la France pour aller à Arcachon rejoindre Dali et Gala. Voilà, donc la trace de cette visite, c'est assez émouvant, elle nous est donnée par le livre d'or du Palais Idéal, qui retrace le souvenir d'une petite signature, Léonore Fini, datée du 26 juillet 1939. Et alors ce qui est beau aussi, c'est qu'on a dans l'exposition des images de Léonore Fini réalisées par son ami Lee Miller, qui sont des images réalisées à Saint-Martin-d'Ardèche juste après la visite de l'artiste au Palais Idéal. Donc cette exposition, c'est aussi l'occasion de rappeler à quel point le Palais Idéal, c'est un lieu qui compte pour les surréalistes, à quel point c'est un lieu vers lequel les regards convergent. Lorsque je suis venue à Paris, j'ai connu quelques surréalistes qui trouvaient que je pouvais appartenir au groupe. Je n'ai pas appartenu au groupe. Parce que là, il y avait des lois, des contraintes, des choses que je n'aurais pas supportées. Mais j'étais amie de certains surréalistes que j'aimais beaucoup, comme Max Ernst, Éluard, quelques autres. Aux alentours de la trentaine, vous venez visiter le Palais Idéal et vous vous retrouvez dans cette exposition tous les deux, le Sphinx et la Rose, et on se rend compte à quel point il peut y avoir des rapports entre vous deux, entre Léonore Fini et toi et ton travail, mais aussi avec le Facteur Cheval. On a ces lustres, on a pour nous au Palais, l'équipe, les gens qui sont proches du Palais, c'est très troublant de présenter ton travail parce qu'on trouve qu'il y a vraiment une continuité, alors que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement voulu de ta part. Je ne pense pas réellement que ma visite m'ait inspiré de manière extrêmement directe. Après, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est son passé de boulanger, le travail de la matière du pain ou d'autres matières. En fait, c'est des gestes qu'on peut retrouver dans la sculpture. Le pétrissage de la terre, le fait d'ajouter, de la concevoir comme une matière vivante qui est en train de se transformer, c'est quelque chose qui, pour moi, m'intéresse beaucoup. On dit assez souvent que le bâtiment est plus pétri que sculpté. Et c'est vrai que du coup, on retrouve l'empreinte des mains du facteur dans le palais. Tu m'expliquais que c'était aussi pour les céramistes une façon de signer et qu'il y a des gens qui ont vu tes œuvres dernièrement ici qui étaient très marqués de retrouver des traces de doigts dans l'implantation des sculptures. Disons que la main, c'est mon outil de travail en fait. Je ne travaille pas avec des ustensiles en bois et c'est ce qui m'intéresse en tant que sculpteur, c'est vraiment ce rapport à la matière qui est à chaque fois différent d'une matière à une autre, mais avec celle de la terre, il y a quelque chose qui est extrêmement sensuel, avec ce matériau qui est mou. Et c'est vrai que j'aime beaucoup quand les sculptures ne sont pas lisses. Elle parle en fait d'une présence, c'est ça qui m'intéresse.
Je ne peux pas expliquer ma peinture. La peinture doit s'expliquer par elle-même. Ou alors, je ferais mieux de laisser la parole au poète. Dans mes toiles d'il y a quelques années, tout le monde trouvait qu'il y avait une atmosphère nocturne, lunaire, et c'était vrai. Mes toiles plus récentes se sont éclaircies, ils ont une autre atmosphère. Mais j'ai toujours aimé le soleil, la clarté, probablement comme complément de ce côté nocturne qu'il y a en moi. J'aime le visage et je n'ai rien contre la beauté d'un visage. Mais si on regarde bien, sans préjuger, les visages que je peignais, ils n'ont pas une joliesse toujours plaisante et toujours gracieuse. Il y a souvent quelques fourmillements ou quelques petits éclairs, même dans ces beaux visages, d'interrogation angoissée ou de mélancolie. Lorsque je les regarde, je pense c'est curieux qu'on m'a reproché ça. Évidemment, ce sont des visages, ce sont des têtes humaines. Tu as conçu une nouvelle œuvre pour cette exposition qui se trouve derrière nous, que tu as intitulée Le Sphinx et la rose. Là, la technique est différente, avec de l'émail. Oui, c'est une œuvre qui est un petit peu différente. On retrouve toute une partie qui est modelée au colombin, qui est assez propre à ma pratique, je pense, ou en tout cas qui est quelque chose d'assez récurrent. Il y a aussi le motif de papillon. On retrouve en fait l'empreinte des doigts qui vient gratter les ailes pour créer des nervures. Mais celle-là, effectivement, est émaillée, donc elle a un côté beaucoup plus séduisant, on va dire, avec la brillance de l'émail. Et c'est une œuvre que j'ai voulu éponyme au titre de l'exposition. Ça faisait sens parce que cette sculpture, elle a des griffes, elle a des mains qu'on retrouve aussi beaucoup, comme tu l'as dit dans mon travail. Il y a aussi des teintes. Les teintes bleues sont finalement assez proches, et ça, c'est quelque chose qui est un peu lié au hasard. Et qui fonctionne très bien dans l'expo. L'été, j'habite ce monastère franciscain. C'est à moitié en ruine, mais c'est beau et bien situé. Il y a beaucoup d'eau. Dans les villages, on raconte que mes amis et moi, nous allons gratter dans les cryptes, que nous sortons les crânes de moines et que nous buvons là-dedans. C'est faux. Nous buvons simplement dans des verres, c'est plus propre. Dans ces monastères, j'avais une sensation d'être dans une île entourée d'une île même, comme d'une double île. Et d'ailleurs, ça me plaisait beaucoup. Et ceci venait parce que c'était un endroit très isolé, très difficile à joindre, parce que le chemin était très abrupt, très incliné, et que ça a intimidé beaucoup de monde, heureusement. Et pendant des années, on était vraiment très tranquille. Après, on commençait les yachts, les bateaux, alors c'est commencé à venir les gens par la mer. Mais autre chance, il y avait très souvent du vent et des vagues énormes qui arrivaient jusqu'en haut, et les vagues faisaient comme un autre mur. C'était merveilleux. Donc, on était vraiment dans une solitude, dans une espèce d'œuf de solitude. Et c'était une chose qui était même très riche, très stimulante, très fertilisante. C'est un endroit où on devenait plus vivant que d'habitude. Il y a chez Léonore Fini aussi ce côté dark, cette étrangeté. La rose, ça représente quoi pour toi dans ton travail? Comment c'est arrivé ce motif de la rose? Alors la rose, elle est apparue il y a un peu plus de 10 ans. Quand j'étais encore étudiant aux Beaux-Arts. Ouais. Et en fait, je me souviens que j'avais fait un pot pourri de roses dans l'une de mes sculptures. Et il y avait aussi du thé à la rose que je proposais aux visiteurs et aux visiteuses, que j'avais servi dans des tasses qui étaient décorées avec des motifs de roses. Et donc, c'était un peu l'idée que l'objet de la tasse devenait vivant par l'odeur et par son goût. Donc il y avait cette volonté d'animer un objet qui est statique. Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce motif de la rose, c'est l'aspect évolutif en fait, de la croissance à l'épanouissement, à la décomposition. En fait, c'est un peu cette idée du cycle, de la vie et de la mort qu'on retrouve dans la nature ou dans le jardin.
que je trouve très beau. Mais il y a aussi des roses qui sont figées finalement dans le temps. Quand le tableau minimal odorant, elles sont quand même stabilisées d'une certaine façon. Comment ça t'est venu ce tableau? Parce qu'on n'est pas du tout, tu n'es pas du tout dans les pratiques de l'herbier, dans quoi que ce soit. Ça part vraiment du motif de la rose pour arriver à un tableau fait de roses. Au final, je n'ai pas du tout une pratique de l'herbier, de récolte, mais c'est par cette technique que j'ai conçu ce travail, puisqu'il a fallu sécher chacun des pétales, un à un, puis assembler. Et en fait, la différence de séchage de tous ces pétales donne un éventail de chromatisme voilà, plutôt large à partir d'un même matériau qui est le pétale de rose. On raconte que j'aime dominer. Ce n'est pas un besoin chez moi, c'est un fait. Comédienne, je peux être ange en même temps, voilà. Je peux être sorcière, mais dans le sens des sorcières de Michelet, c'est-à-dire des femmes qui avaient l'instinct de trouver les remèdes dans les plantes, dans les choses, qui ont les pressentiments, et qui ont les intuitions justes, et qui sont farouchement asociales. Le Sphinx et la rose, c'est la première exposition au Palais Idéal qui a une odeur. Pour nous, c'est très troublant, surprenant et on en est très heureux. L'odeur, elle provient des bougies qui sont derrière nous, que tu as conçues. J'envisage l'art en fait comme plutôt une expression totale. Donc ça part bien sûr de la sculpture, mais c'est plutôt questionner aussi les différents sens en fait dans l'art. C'est ce qui m'intéresse. Et le parfum, c'est vrai que c'est quelque chose alors qui est différent d'une odeur, pour le coup, parce qu'une odeur, c'est plutôt lié à une odeur qui est naturelle, provoquée par exemple une rose, alors que là, dans l'exposition, il s'agit vraiment d'un parfum que j'ai réalisé avec un nez qui s'appelle Margot Lepay-Guérin, et ce parfum s'appelle Le Spectre de la Rose. Il y a aussi ce lien qui est la littérature. C'est vrai qu'il y a des ouvrages qui m'ont beaucoup marqué, notamment les histoires extraordinaires de Allan Poe. Ouais. Notamment le masque de la mort rouge. Et alors il y a eu toutes ces histoires des chats et toutes ces célébrations des chats, comme il y a chez les poètes, que ce soit Baudelaire, que ce soit Mallarmé, que ce soit des poètes allemands. Il y a toujours une célébration du chat et une espèce d'amour extraordinaire pour l'essence même du chat. Et il a toujours deux faces, parce qu'en même temps, dans le romantisme, il y a aussi des histoires un peu terrifiantes, où il y a toujours le chat, comme dans Edgar Poe, ou comme dans certaines histoires de vampires, où ils sont souvent accompagnés du chat. Baudelaire, Edgar Poe, c'est des choses qui vous relient aussi Léonore Finier et toi. Léonore Finier a fait l'illustration de plusieurs livres, tant de Baudelaire, d'Edgar Poe, de Shakespeare. Ça a quelle place pour toi, la littérature? C'est vrai qu'il y a des ouvrages qui m'ont beaucoup marqué, notamment les histoires extraordinaires de Allan Poe. Et donc oui, il y a quelque chose voilà, qui est très inspirant. Après, Edgar Allan Poe, il y a aussi beaucoup d'étrangeté. Il y a un peu de choses morbides ou très liées à la mort aussi. Mais il y a aussi d'autres références, pas uniquement littéraires, mais cinématographiques. Et c'est vrai que quand je vois les œuvres peintes de Léonore Finier, on a l'impression d'être au milieu d'une scène. Et en fait, le rapprochement là, des deux univers me fait aussi beaucoup penser à La Belle et la Bête de Cocteau. J'aime beaucoup Fellini lui-même. J'aime beaucoup ses films, beaucoup, surtout certains. J'aime beaucoup Casanova. Et j'aime beaucoup La Nave va. Ce que j'aime beaucoup dans Fellini, c'est qu'on sent dans chacune de ces images une sorte de présence complète. On sent les êtres qu'il présente avec leur ambiguïté, leur contraste. Et c'est ça qui est très extraordinaire dans lui. Tous ces films sont pour moi très nourrissants et très salubres. Oui, il y a aussi quelque chose, ce qu'on n'a pas du tout parlé de Léonore Finier, metteuse en scène, mais elle a fait beaucoup aussi des décors, des costumes.
Et c'est une polyvalence que j'aime bien en fait dans la pratique d'un artiste. Tous les gens qui sont trop masculins ou trop féminins sont très limités. Je crois que tous les êtres ont en soi des éléments féminins et masculins. Mais ils les étouffent pour des raisons sociales, pour des raisons de contraintes, pour des préjugés. Si les gens seraient libres, ils seraient tous androgynes. Ici, chaque année, nous faisons l'été une fête. C'est comme l'adieu de l'été. Nous fabriquons alors des costumes, des accessoires. Plus ou moins, nous savons comment ils vont être. Mais les soirs, dans une lumière différente, éclairée par des bougies, dans ces grands couloirs, dans ces cloîtres, tout prend une autre atmosphère. Ça devient extraordinaire. On est émerveillé. Je dessine à cette table où il y a un cachemire. Mais le cachemire ne reprend que vaguement tous les autres dessins qui sont dans cette chambre. Je parle de dessins de meubles. Mais les meubles qui sont ici sont tous ou Gallet, ou Majorelle, ou Guimard. Et ce sont des meubles qui me sont très chers et qui sont précieux et qui sont devenus mes amis depuis longtemps. Des cendriers, des petits pupitres, des assiettes, tout avec des motifs floraux. D'ailleurs, ce mot floral, c'est le nom des modern styles ou des styles liberty, comme on veut l'appeler, mais en Italie, on l'appelle style floréal. Il y a quelque chose de domestique d'une certaine façon, et c'est quelque chose qui peut aussi vous relier tous les trois, toi, Léonore Fini, et le facteur cheval, c'est que on a tant dans l'exposition des candélabres, des vases, mais on a aussi un tapis de Léonore Fini qui a vraiment été conçu pour être un tapis. Chez le facteur cheval, on n'est pas dans des choses qui sont spécialement utilisables ou habitables, mais qui peuvent l'être. Pour moi, c'est très lié aussi à l'inquiétante étrangeté de Freud, où les choses ont tendance à se transformer, et c'est ça qui m'intéresse, c'est quand il y a une ambiguïté en fait dans les formes que je produis, parce qu'au final, les candélabres, c'est de la sculpture, mais ça questionne aussi un peu la fonction de l'objet. Est-ce que ça pourrait pas être du design? Enfin, c'est voilà, des choses un peu hybrides que j'aime bien développer, et je trouve que c'est en créant des choses qui sont pas clairement déterminées que on peut plus questionner aussi notre rapport aux choses et à comment on voit en fait les objets autour de nous, ou nos utilisations et notre rapport. Tu as participé à la dernière Biennale de Lyon, et dans le jardin du Musée des Beaux-Arts, tu as conçu une tombe, qui est une œuvre, qui n'est pas une tombe, mais qui en reprend les formes, tout du moins. On parle de l'étrangeté. J'ai conçu un monument funéraire, qui est donc une sculpture, puisque je me suis beaucoup intéressé à l'histoire des roses en fait, de Lyon, puisqu'il y avait beaucoup de rosiéristes qui s'y étaient installés au XIXe siècle. Et la rose, c'est aussi un objet qui est très lié au rituel funéraire, où on jette des roses sur les cercueils ou des pétales. Donc ce monument que j'ai réalisé l'année dernière, il était aussi un peu en regard avec la collection du Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui abrite beaucoup de nature morte, dont des peintures avec des motifs de papillons. Et le jardin, il faut savoir qu'en fait, il y a aussi eu une œuvre enterrée de Parmigiani, il y a fort longtemps maintenant. Et donc, il y a cette idée aussi un peu de l'invisible qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et dans la construction de la tombe dans le cimetière de Haute-Rive du facteur cheval, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et là encore, c'est possible que ma visite en 2019 m'ait aussi mené sur ce chemin de forme sculpturale. Est-ce qu'on est libre aujourd'hui quand on est artiste? Est-ce que c'est facile? Je pense que la création, oui, c'est une forme de liberté. En fait. Je pense que pour moi, faire de l'art aujourd'hui, c'est aussi
une manière de pouvoir continuer à rêver de manière plus large, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de préoccupations qui sont politiques, environnementales, sociales aussi. Et pour moi, l'art, c'est aussi une manière d'avoir un moment de respiration, en fait, d'oublier tout ça, et on rentre dans une exposition et on va rentrer dans une histoire, en fait, qu'on nous raconte. Et pour moi, c'est aussi ça, je pense, un des buts de l'art, c'est cette capacité à oublier, en fait, les choses et à continuer à rêver, quoi. Oui? Non, elle n'est pas là. Vous pouvez essayer demain matin. Merci.